Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau débat à 4 jours du deuxième tour des élections législatives 2022. Deuxième tour, on va aujourd'hui s'intéresser à la troisième circonscription de Haute-Savoie. Ils étaient 9 candidats à s'être présentés pour le siège de député. Elles ne sont plus que 2 en lice pour ces deuxièmes tours. Mesdames, merci beaucoup à toutes les deux d'être ici. Arrivée en tête de ce premier tour, Fabienne Van Eekloot-Tassa, 27,78% des suffrages récoltés sur ce premier tour. Vous êtes éducatrice spécialisée en addictologie. Vous représentez la nouvelle Union populaire et écologique et sociale. Merci d'être là. En face de vous, Christelle Pétex-Levet, députée sortante, étiquetée LR-UDI. Vous avez récolté 23,01% des suffrages exprimés sur ce premier tour. Vous avez la particularité d'avoir exercé 10 mois dans l'hémicycle après avoir pris la suite d'un certain Martial Sadier qu'on retrouve aujourd'hui au département. Alors, sur cette troisième circonscription, justement, on le dit dans tous les territoires, mais c'est d'autant plus vrai ici. Le territoire est aux enjeux multiples. On rassemble donc les cantons de Bouèges, Régnier, Bonneville, Cruseilles, La Roche-sur-Foron et Saint-Joire, 55 communes, territoire à la fois industriel, rural, touristique, agricole, bref, beaucoup d'enjeux. Et si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec cette première question qui vous était, entre guillemets, imposée. Et on va commencer avec Madame Christelle Pétex-Levet qui a remporté le tirage au sort il y a quelques minutes, juste avant cette émission. Première question, en tant que député, que feriez-vous afin d'augmenter le pouvoir d'achat de la population, tant au niveau national qu'au niveau local ? Bonjour à toutes et tous, merci. Vous l'avez dit, on a un département vraiment très dynamique, attractif et en même temps beaucoup d'enjeux, des enjeux forts en termes de pouvoir d'achat. Vous parlez au niveau national, au niveau départemental. Je dirais que oui, au niveau national, ce sujet est à l'ordre du jour depuis pas mal de mois et ça devient urgent. Mais encore plus au niveau local, on est dans un territoire transfrontalier. Cette différence de pouvoir d'achat entre les uns des autres est vraiment énorme et se creuse de jour en jour. Je pense que les actions sont à mener, que ce soit pour les retraités, en revoyant leur retraite, en revoyant leurs possibilités de pouvoir d'achat, mais également pour tout un chacun, pour les couples, pour les familles, pour les jeunes étudiants, revoir au niveau des carburants, limiter les taxes, baisser les taxes pour que les carburants soient plus accessibles, même si en même temps, on en parlera après, on travaille sur la mobilité, sur d'autres mobilités, mais également coût de l'énergie. On a vu que c'était catastrophique au niveau de la hausse des coûts de l'énergie pour réussir à se chauffer, tout à fait. Et on a un vrai problème aujourd'hui avec l'électricité qui est indexée sur le coût du gaz. Donc du coup, ça, c'est l'une des premières actions qu'il faudrait mener pour enlever ce lien entre coût de l'électricité et coût du gaz, ce qui permettrait de garder des coûts beaucoup plus accessibles et de limiter, de favoriser le pouvoir d'achat de tout un chacun. Il y a des priorités là-dedans ? Parmi toutes ces mesures, toutes ces idées ? Non, je pense que le pouvoir d'achat est plus qu'impacté aujourd'hui et il faut vraiment avancer fortement, très réactivement pour réussir à faire changer les choses. Plus on attend, si c'est seulement des mots et qu'on n'intervient que dans un secteur, ça ne jouera pas assez fortement sur le pouvoir d'achat. Il est important d'agir, j'estime, que ce soit sur les coûts d'énergie, comme je vous le disais, accompagner la rénovation ou encore les frais de succession. On voit des personnes qui ont travaillé toute leur vie et des enfants qui n'arrivent pas derrière à pouvoir bénéficier de leurs biens et du coup avoir des problématiques de logement, donc tout de suite un pouvoir d'achat compliqué. Je pense que c'est une multitude d'actions et cumulées, c'est peut-être des fois des petites choses, mais cumulées qui vont vraiment intervenir sur ce pouvoir d'achat pour limiter cet écart et pour que tout un chacun se trouve bien dans notre circonscription et dans notre département avant de parler au niveau national. Merci beaucoup, Christelle Pétex-Levet. La parole, du coup, est à Madame Van Eekloot-Tassa. Déjà une petite réaction sur ce qui vient d'être dit par la députée sortante ? Il y a des points que je reconnais dans votre discours. Disons que nous, on va un peu plus loin dans notre discours sur ces points du pouvoir d'achat, et notamment dans la constatation du terrain. Moi, je suis sur le terrain tous les jours, alors au sein de mon emploi. On a la nécessité de donner aux Français du pouvoir d'achat pour justement pouvoir s'engager sur une consommation qui va sur un cercle vertueux en fin de compte. Bon, vous l'avez certainement déjà entendu à l'Assemblée par M. Mélenchon et
collègues de l'Assemblée. Par contre, je ne peux que le répéter parce que c'est une réalité. À partir du moment où on donne du pouvoir d'achat aux Français, les Français vont automatiquement s'engager dans de la consommation. Nous, on prône une consommation raisonnée, c'est-à-dire une consommation qui va dans le respect de la règle verte. Et ça va passer par quoi concrètement? De quoi? Le respect de la règle verte? Ouais. Le respect de la règle verte, c'est prendre à la nature, ne prendre à la nature que ce qu'elle peut nous donner et que ce qu'elle peut régénérer. Et ça, Voilà. au niveau pouvoir d'achat, justement Et au niveau du pouvoir d'achat, c'est tout à fait possible, avec des mesures par rapport à l'écologie. Mais je crois qu'il y a un thème après sur l'écologie. On va y revenir. Mais voilà. tout est lié sur votre territoire. Alors, moi, sur mon programme, en plus, tout est lié. Voilà. Ce cercle vertueux, il relie tous les points. Il relie le pouvoir d'achat, il relie l'urgence sociale, il relie l'urgence démocratique, il relie tout ce qui touche à l'écologie. Et notamment, donc, par rapport au pouvoir d'achat, oui, c'est mettre en place directement les 1 500 € avec une revalorisation du SMIC. Qui dit revalorisation du SMIC va dire revalorisation des salaires. Et ces salaires vont engager une consommation. Nous, ce qu'on veut aussi, c'est baisser la TVA notamment sur les transports, par rapport à la mobilité, parce qu'on est dans une circonscription sur un territoire où la politique du transport est quelque chose de très important. Moi, j'ai des jeunes, je l'ai déjà dit l'autre fois au débat, qui partent le matin à 7 h le matin pour aller à l'école et qui ne peuvent rentrer chez eux qu'à 20 h le soir parce que le transport ne les prend qu'à 19 h. Et pendant ce temps-là, ils sont en errance. Et on sait bien que les adolescents, et là c'est mon chef de travail, l'adolescence c'est un milieu sensible et un milieu fragile. Et s'ils sont en errance, ils deviennent des proies. Voilà. Finalement, vous vous rassemblez un petit peu sur le constat aujourd'hui qu'il faut faire quelque chose. Comment ne pas se rassembler sur le constat? Le constat, il est là, il est probant. Il est probant tant vis-à-vis des jeunes que vis-à-vis des aînés. Comme vous le disiez tout à l'heure, il faut s'occuper de nos aînés. Et il faut remettre du service public, parce qu'on ne pourra s'occuper des jeunes et des aînés qu'en remettant du service public. Et ça, c'est prioritaire. Merci. C'est prioritaire. Madame Pédex, une petite réaction justement par rapport à ça? On est d'accord avec ces axes de travail? Je pense que tout le monde ne peut que remarquer que le pouvoir d'achat, il y a un vrai problème. Je ne vois pas qui ne peut pas, ou qui peut fermer les yeux sur cette réalité, ou alors on vit dans un autre monde et on n'est pas sur le terrain, sur la 3e circonscription. Je pense que ça se ressent au quotidien. Après, les actions sont multiples. Je pense qu'on n'a pas parlé des actions des salariés et de la baisse de la CSG, par exemple, pour vraiment aider, mais les actions sont vraiment diverses pour toucher tout le monde, que ce soit les patrons, les employés, que tout le monde soit bien aidé. Ça, c'est évident que les salaires, il faut les revaloriser, il faut baisser les cotisations des salariés, il faut peut-être aussi augmenter les cotisations du patronat sur certains points, de façon à faire une redistribution des richesses, parce qu'il y a besoin aussi au niveau des entreprises de créer une équité de fonctionnement entre les PME et puis les grandes entreprises. Alors, y revenir avec les emplois tout à l'heure, si vous le voulez bien, parce que forcément l'émission avance. Deuxième grande question et deuxième gros enjeu du territoire, forcément c'est la question, on l'a commencé à l'évoquer, climatique, environnementale. Je me tourne du coup vers vous, candidate de la NUPES. Quelle serait votre priorité, si vous êtes élu, en matière climatique aujourd'hui? Nous, au niveau de la priorité climatique à mettre en place, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est travailler sur l'application de la règle verte. Et cette règle verte, elle va s'appliquer avec une planification écologique partout en France et partout au niveau local, en s'appuyant sur une participation citoyenne, une participation des associations, une participation des différents syndicats, des différentes collectivités et aussi de la branche professionnelle. Voilà, c'est vraiment toute une redistribution totale, avec notamment en relevant les ambitions climatiques à 65% de baisse des émissions à l'aune de 2030. Ça passe donc par cette fameuse bifurcation énergétique proposée par Jean-Luc Mélenchon. Oui, tout à fait. Ça passe par la bifurcation énergétique, oui.
Et c'est aussi établir une planification en faveur des circuits courts. Parce que moi, je pense au bien vivre des gens, au bien manger des gens, et surtout au bien vivre des agriculteurs et des producteurs. Voilà. C'est aussi leur permettre d'être subventionnés non plus avec non plus avoir une subvention sur les macrostructures qui, en fin de compte, bien souvent amènent à de la maltraitance animale. Quand on a des chaînes de 1000 vaches, hein, mais plutôt travailler sur des subventions allouées aux agriculteurs, aux producteurs, pour de l'embauche par rapport à leur structure, pour leur permettre de mieux se développer, aussi de mieux gagner leur vie, parce que combien actuellement d'employeurs, producteurs et agriculteurs touchent moins que leurs salariés, parce que ça ne suit pas derrière. Et combien en France on a, je ne vais pas rappeler les chiffres, je pense qu'ils sont connus de tout le monde, hein, au niveau du nombre d'agriculteurs et dans le monde agroalimentaire qui se suicident parce qu'ils n'arrivent plus à joindre debout. Et ça, c'est quelque chose d'inadmissible. On prend l'exemple encore qui est justement sur votre territoire avec le cas de Saint-Laurent et l'abattage de tout un cheptel il n'y a pas encore si longtemps que ça, au début de l'année. La question agricole est en effet vraiment au centre des priorités. Madame Pézex-Levet, justement, une réaction sur ce qui vient d'être dit ? Oui, je pense que c'est une question générale et bien plus large. Elle touche toutes les actions du quotidien, l'environnement, le climat. Enfin, plutôt que de parler de climat, le climat est là, il évolue. Je pense qu'il faut vraiment parler d'environnement, de développement durable. Et quand on parle de développement durable, on a bien tous les volets qui sont là, le social, l'économique et l'environnemental. Justement, sur la question climatique, en ce qui vous concerne, la première priorité, quelle serait-elle ? Pour moi, il est très difficile déjà de parler de ce sujet et de le pointer parce que j'estime que c'est chaque action qui doit être imprégnée de cette volonté de faire attention à notre environnement et de bien intégrer que ça dans toutes nos actions du quotidien. Quelle que soit la filière. Quelle que soit la filière. Moi, je pense que quand on parle d'économie et d'industrie, et ils l'ont prouvé dans la vallée de l'Arve, on parle d'environnement et de progrès et d'action pour notre environnement et pour le climat. Quand on parle de la mobilité, tout ce qui est fait pour développer le maillage de bus, de transport en commun, ou encore dernièrement le Léman Express, on parle bien d'action pour notre climat. Quand on valorise le produire et consommer local avec nos agriculteurs dans nos écoles, comme vous venez de le souligner, on parle bien d'environnement et d'action pour le climat. Donc je pense que c'est vraiment avoir du bon sens, des actions qui sont systématiquement réfléchies en intégrant cet aspect environnemental dedans, que ce soit, je vous le disais, aller plus loin pour la qualité de l'air, donc aller plus loin que les lois, que les normes, pour éviter les rejets et les émissions qui pollueraient notre air encore plus qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. C'est des actions aussi sur l'eau, la qualité et la quantité d'eau, parce que l'environnement et l'évolution climatique, c'est ça, c'est la qualité, mais c'est aussi quid de la quantité demain. Donc on est sur un département qui pour l'instant a des quantités d'eau acceptables, mais demain, quel en est-il ? On est bien content d'avoir un maillage fort parce qu'on sait que certaines communes n'auraient pas d'eau par moment, donc que chacun prenne bien conscience. Je pense que ces actions pour le climat, c'est nous, députés, qu'est-ce qu'on peut apporter au niveau des lois ? Il ne faut pas qu'on oublie aussi quel rôle on a. On n'a pas forcément une baguette magique et où on peut intervenir au quotidien. Par contre, c'est comment on accompagne aussi les actions des citoyens, des associations, les actions des entreprises, les actions des collectivités, que ce soit les mairies, les communautés de communes ou encore le département et la région, et comment tous ensemble on fait en sorte que notre climat soit bien préservé. Mais si chacun y met du bon sens et agit, chaque petite graine sera là pour grandir, et je pense qu'il n'y a aucun problème. Voilà, on doit juste bien prendre conscience de cette problématique et l'intégrer dans toutes nos actions. C'est vrai qu'on le rappelle, le rôle du député, c'est finalement un peu le trait d'union entre l'échelon local, l'échelon national. Il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir des répercussions sur le territoire. Là, justement, sur cette circonscription, s'il devait y avoir une grande priorité au niveau environnemental, on parlait du climatique, mais est-ce qu'il y a une mesure qui se détache ou, comme vous le dites, il y a plein de petites maillages et plein de petites... Alors, comme vous disiez, il y a tout un maillage au niveau des questions écologiques sur le terrain en Haute-Savoie et notamment sur la circonscription et notamment la planification de l'installation des commerces de proximité avec justement l'attribution de subventions aux jeunes qui puissent monter des PME et que ces PME puissent bénéficier des subventions dont je parlais tout à l'heure pour justement pouvoir se développer et apporter de la production locale et apporter des moyens
locaux qui permettent de créer de l'emploi, qui permettent par exemple, aux cantines de servir des repas bio aux enfants. Et au niveau national, je dirais, ce qu'il faut, c'est déjà reprendre la lutte contre l'artificialisation des sols. Et là, je pense notamment au problème du glyphosate, qui soi-disant devait en 2017 être éradiqué par M. Macron et qui a été redonné comme étant en libre diffusion. Et c'est un scandale. La création d'emplois, ça va un peu dans votre sens quand même au niveau de l'union de la droite et du centre. Oui, moi je pense que ce qu'il faut, c'est pas opposer l'écologie, l'environnement à la valeur travail, au dynamisme et à l'innovation, à cette force d'innovation qu'on peut avoir sur le territoire. On a la chance d'avoir des entreprises très dynamiques, très modernes, qui sont toujours prêtes à innover. Et je pense qu'il ne faut en aucun cas couper cette valeur travail, ce dynamisme, mais par contre bien accompagner et que l'un n'aille pas en opposition de l'autre, que ce soit bien ensemble, environnement et économie qui puissent se développer. Et social. Et social, bien sûr. Mais on en parlait aussi pouvoir d'achat et on en reparlera avec l'emploi, mais c'est évident. Justement, je vous propose de passer sur ce troisième thème qui est la question de l'emploi, de la pérennité des emplois. Alors là aussi, il y a des enjeux très forts au sein du territoire de la 3e circonscription de Haute-Savoie, au niveau national également. Madame Christelle Pétex, comment ça se gère? Comment justement gérer? Est-ce qu'il y a une solution au niveau des emplois, à votre avis, sur le territoire? Je pense qu'il n'y a pas une solution miracle. Par contre, on voit bien que quelle que soit la branche, on a une vraie problématique de l'emploi. Hein. Vous voulez aller manger dans un restaurant, ils préviennent qu'ils ont beaucoup moins de tables parce qu'il manque d'employés. C'est la même chose dans l'industrie. Ils ferment des lignes parfois parce qu'il manque d'employés. Je ne parle même pas on veut tous produire, consommer local, mais quand on voit sur les marchés ou les maraîchers où ils n'arrivent pas à trouver de main-d'œuvre pour pouvoir cultiver, pour pouvoir entretenir, ça touche tous les secteurs, sans parler évidemment du secteur le plus important et où on est vraiment dans l'urgence. Il s'agit de ce secteur de la santé, secteur où j'ai posé ma première question au gouvernement d'ailleurs, entre la santé et le handicap. Et il est impensable pour moi qu'on laisse une telle situation. Par contre, comment accompagner cet emploi au-delà de la revalorisation des salaires, de faire accepter enfin, faire reconnaître le département de la Haute-Savoie comme un département où la vie est chère, où on pourrait avoir cette prime, si je puis dire, ça ne suffira pas. On voit bien que pour pérenniser des emplois ou pour être encore plus attractif, il faut accompagner ça de logement. L'accessibilité au logement est fondamentale, peut-être revoir aussi pour que les logements soient bien attribués au personnel soignant, par exemple, ou enseignant, même s'ils changent de travail, qu'ils laissent leur logement pour le laisser aux futurs employés. Et puis, il y a tous les sujets, vous demandiez tout à l'heure la priorité, et donc je n'ai pas le temps de répondre, tout le sujet de la mobilité, qui pour moi est prioritaire. On voit bien que c'est une vraie difficulté, et ça joue sur l'environnement, mais ça joue aussi sur les questions de pérennisation des emplois. Donc, comment faire en sorte d'avoir un meilleur maillage de transport en commun et de mobilité douce pour que les personnes se déplacent d'une manière moins chère et en plus d'une manière environnementalement plus qualitative. Je pense que c'est un peu tout ça, c'est les places en crèche, c'est tout ce qui va autour qui feront en sorte qu'on sera attractif. C'est vrai que notre département l'est déjà beaucoup avec 10 000 nouveaux habitants chaque année. Madame Van Cloutassa, justement, oui. Comment, au niveau de l'emploi, de la pérennité, on a commencé à l'évoquer, mais... Moi, je vais faire le lien entre l'écologie et l'emploi, justement, parce que c'est vrai que si on amène une souveraineté alimentaire, avec une agriculture écologique et paysanne développée, on pourra donc avoir la création de 300 000 emplois, suivant la logique dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis aussi l'action sur les lycées agricoles, avec un développement des lycées agricoles, avec notamment au niveau des lycéens, d'abord une augmentation de leur rémunération de stage, et à partir d'un stage supérieur à 2 mois, les inscrire carrément dans une rémunération. Voilà. Ça veut dire que l'ENILV peut être améliorée aujourd'hui, la fameuse école qui gère beaucoup de filières agricoles sur cette 3e circonscription. Je pense que oui, l'ENILV peut être améliorée. Ouais. Okay. Avec des mesures concrètes avec des mesures concrètes, comme je viens de vous dire, ne serait-ce qu'au niveau des jeunes, leur permettre d'avoir un revenu qui puisse leur permettre de faire leurs études et de s'autonomiser, de commencer à avoir un début d'autonomie. Voilà. Et au niveau de l'emploi, ce qui est important, c'est d'avoir, comme vous disiez, une revalorisation salariale, et bon, je suis bien placé pour le savoir,
pas que moi, mais mes collègues soignants, parce que moi je suis dans le secteur sanitaire et socio-médical. Et au niveau des travailleurs sociaux, au niveau des auxiliaires de vie, au niveau des auxiliaires médicaux, au niveau des infirmières, actuellement, c'est très compliqué de continuer, ne serait-ce qu'à vivre. Moi, j'ai un collègue, je le répète, comme j'ai dit d'autres fois, il est éducateur comme moi aujourd'hui, et des fois, il mange le midi parce qu'il accompagne un usager. Sinon, il ne peut pas manger le midi, parce qu'il doit payer son loyer et qu'il touche un salaire de 1 200 € parce qu'il a un petit handicap qui n'est pas pris en charge. Voilà. Christelle Petex, on est d'accord justement sur ce côté finalement revalorisation des filières agricoles? Oui, alors issu du milieu agricole et ayant fait mes études au lycée de la Motte-Servolex, je peux être que d'accord. Après, je pense que la vraie difficulté aujourd'hui, il y a une question de salaire, mais il y a une question de passion et de partager, de donner envie de faire ces métiers. On voit bien qu'on a des difficultés pour retrouver, que ce soit des bouchers, des fromagers. On le voit bien au niveau de l'ENIL. Vous parliez de l'ENIL tout à l'heure, qui est une très belle école. Les formations sont là, sont proposées. On a la chance de pouvoir faire de la pratique, de pouvoir avoir, de faire en alternance si on le souhaite selon les filières. Mais par contre, on n'arrive plus à attirer les jeunes. On n'arrive plus à faire en sorte que ces filières agricoles soient des passions, et c'est aussi un gros challenge qu'on a, c'est sur la communication, sur les témoignages peut-être aussi des personnes qui sont en place, mais de donner envie d'aller vers ces métiers-là. Okay. C'est exactement ce qui était contenu dans mon propos, donner envie d'aller vers ces métiers-là. Oui, voilà. Au moins déjà, vous êtes d'accord de chaque côté de la table. On n'est pas toujours en désaccord. Hein. Je vois ça, et c'est plutôt constructif. On arrive gentiment au bout de cette émission. Oui. Il nous reste la partie conclusion, si vous le voulez bien. Quelques mots justement pour convaincre, pour réunir, parce qu'on est bien d'accord qu'après ce premier tour, la question, l'enjeu, ça va être le report de voix, ça va être de réunir et de faire baisser cette abstention qui était de 54,16% sur la 3e circonscription d'Haute-Savoie, légèrement plus qu'au niveau national. Si je ne dis pas de bêtises, on commence avec vous, Madame Vanet-Clutcassa, pour cette conclusion. 2 petites minutes, assez succincte. Donc en 2 petites minutes, c'est simple, moi j'appelle tous les électeurs à venir voter, voilà, parce qu'en fin de compte, les législatives, c'est l'expression du peuple pour le fonctionnement de la France. Voilà. Donc quelle que soit notre couleur, on doit se déplacer pour aller voter. Et notamment dans la nouvelle Union populaire écologique sociale, ils auront des députés qui vont leur ressembler. Donc ça veut dire qu'il faut rassembler beaucoup plus loin que sa couleur, faut aller chercher... disons que nous, notre priorité absolue quant au climat, c'est d'assurer un avenir pérenne et sécurisé et sécurisant aux générations futures. Et je me permets de rappeler le préambule des constitutions de 46 et de 58 qui mettait en avant le droit, en obligation, le respect du droit social et de tous les Français. Voilà. Et actuellement, le droit social, il est battu en brèche, il est bafoué, et ça depuis quelques années. Merci beaucoup, Fabienne Vanet-Clutcassa, représentant la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Madame Christelle Petex, un petit mot de fin, conclusion, pareil, 2 minutes. Très bien. Je vous remercie déjà pour l'organisation de ce débat. Je pense que c'est important. Tous les moyens de communication sont bons pour rappeler le rôle du député, l'importance de ces élections législatives. J'en profite également pour remercier tous ceux qui ont pris le temps d'aller voter dimanche dernier. Et puis, évidemment, tout un chacun est mobilisé pour venir voter ce dimanche. Je pense que c'est très, très important. On a la chance encore, en 2022, de pouvoir choisir son député. Le député au niveau local qui sera là pour nous représenter à l'Assemblée nationale. Un député qui, en tout cas en ce qui me concerne, vit sur le terrain, vit la circonscription, participe pour réussir à faire remonter au mieux les enjeux, les problématiques dans l'hémicycle. Je pense que je tiens à réaffirmer ma ligne de conduite. Je suis bien candidate de la droite et du centre, mais je suis avant tout la candidate de toutes et tous les citoyens, comme j'ai pu le faire pendant les 10 derniers mois. Donc être là pour tout un chacun, pour faire remonter les problématiques du quotidien et surtout faire avancer les choses, voter les lois, que ce soit sur la santé, sur l'industrie, sur l'environnement.
des thématiques qui sont très fortes et très importantes. J'encourage chacun à se déplacer et à aller voter ce dimanche. Et je remercie ma collègue pour ce débat aujourd'hui. Eh ben, merci à toutes les deux en tout cas d'avoir été présentes. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de campagne sur ces derniers jours que j'imagine chargés. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été fidèles à l'antenne de 8 Mont Blanc, en espérant qu'on vous ait donné quelques clés pour faire votre choix ce dimanche. Rendez-vous aux urnes en attendant et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée avec nos programmes. À bientôt.